Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi. Il n'y avait pas eu de live, je suis désolé pour ça, un imprévu, un impératif, rien de grave. On aura l'occasion de se rattraper. On est le 11 décembre 2023, 4 heures du matin, un sell-off, à peu près de 8%, quelques minutes, voire quelques secondes sur Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé quelque chose, une news peut-être catalysante, ou une simple chasse à la liquidité? C'est pas si sûr. Bon, il y a une news qui est en train d'enfler depuis plusieurs jours, voire semaines, une réplique d'un problème côté Bitcoin, qui s'est révélé il y a plusieurs mois de cela. On va en parler dans cette vidéo. On lira tout simplement l'article de Contribus, qui est plutôt bien fait. Ça peut éventuellement continuer à faire travailler nos émotions et nos représentations du marché de ce côté-là. On verra si éventuellement ça peut avoir un lien. On parlera du narratif. On parlera aussi d'une possible récession, puisque pour ma part, je ne vois strictement aucun signe d'une récession prépondérante et imminente, donc je ne l'inclus clairement pas, même si je le scénarise, je ne l'inclus pas dans mes décisions à court terme, moyen terme. On va parler de tout ça, j'espère que ça va vous plaire, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à venir rejoindre ce Discord des Rois du Marché. De plus en plus de visibilité au niveau de la chaîne des Rois du Bitcoin. Abonnez-vous et rejoignez cette communauté bienveillante. On y trouve à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Et d'ailleurs, cette stratégie révèle quelque chose, encore une fois, d'une loi. Je ne me rappelle plus de son nom. J'avais pensé à la loi de Murphy, mais je ne crois pas que ce soit ça, la loi de l'aviateur, du constructeur en aviation. Vous me le mettrez dans les commentaires. Quels que soient les outils utilisés ou les leviers utilisés, notamment sur les marchés financiers, le ratio se rapproche inexorablement de 1, avec un alpha proche de 1. En somme, on le dit souvent que 90% des gestionnaires de fonds ne surperforment pas le marché, ou en tout cas font même moins bien que le marché. Mais dans le temps, il révélerait en fait qu'on se rapproche d'une parité quasiment parfaite, à 1. En somme, si on n'avait strictement rien fait, eh ben on serait toujours arrivé au même moment et au même endroit. Quels que soient les outils que vous avez utilisés, quels que soient les leviers que vous avez utilisés, les hedges que vous avez utilisés, le capital que vous avez engagé et les assets que vous avez soigneusement sélectionnés, ce ratio tend vers 1. Et j'aimerais que vous me le dites dans les commentaires si vous vous rappelez de cette loi-là. C'est assez intéressant. On ira peut-être d'ailleurs un peu plus loin avec les académiciens sur ce concept-là, ou cette loi-là, tout simplement. Bon, j'essaierai de ne pas l'oublier en fin de vidéo. On commence tout de suite avec Bitcoin. Bon, et ben c'est peut-être aussi JP Morgan qui est arrivé sur sa target. On l'avait dit ensemble. Il voit tout, il fait tout, il sait tout, et il agit en fonction, bien évidemment. Hein. Donc, Jamie Dimon nous avait dit, et c'est Jamie Dimon en personne qui avait dit que si on devait en fait calculer, ou en tout cas comparer Bitcoin par rapport au stock to flow vis-à-vis de la capitalisation du gold, Bitcoin, sa bonne valeur serait aux alentours des 44 000 $, 45 000 $. Bon, 44, 45, peu importe. Bon, en tout cas, on y est clairement été. Et derrière, on se prend un magnifique sell-off sur cette target-là. Bon, bah, en même temps, il ne l'avait pas dit généralement. Alors, il y a deux choses. Hein. Ce qu'on dit souvent aussi, c'est quand on a des targets de beaucoup d'entreprises, et notamment de banques et d'institutionnels, soit on n'y va pas, soit on l'explose. Mais il faut savoir qu'à côté de JP Morgan, on avait bien été chercher fin 2022, donc décembre 2022, ou décembre 2021, pardon, je ne sais plus si c'est 2021 ou 2022, je crois que c'est 2022, pardon, les 4800 points sur le S&P 500, alors que plusieurs mois avant, ils l'avaient annoncé, 4800 points. Bon, et franchement, bravo à eux, parce qu'on a tendance à leur jeter la pierre, mais je pense qu'ils sont assez intelligents et ils savent parfaitement ce qu'ils font. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on est arrivé sur un top ou pas de l'intercycle de Bitcoin? C'est possible, complètement, mais je pense qu'il y a encore du momentum sur ce marché pour aller chercher des objectifs et je vais essayer d'étayer ma réflexion dans ce sens-là. Oui, j'avais un hedge position que j'avais pris sur les 38 000 $, et puis finalement je reviens un petit peu proche de mon break-even. Non, c'est pas grave, on passe à autre chose, il ne faut plus y penser, je sais que j'ai eu quelques commentaires dans ce sens-là. Non, il faut tout simplement l'oublier. Donc, on prend exactement les mêmes caractéristiques techniques et indicatives que nous avons sous les yeux et nous jouons exactement la même chose, un nombre infiniment de fois, hein, pour en tirer un rendement. Hein, c'est juste la chose la plus rationnelle qui soit. Maintenant, de dire oui, si j'avais fait ça, si j'avais repris ça, si j'avais déplacé mon stop, si j'avais rajouté de la marge, si j'avais, etc. Ok. Émotionnel, ça je bannis systématiquement et je n'y pense même plus. Voilà, perdu, prochain train, dans quelques jours ou quelques mois ou quelques semaines, peu importe, et j'y serai également et je répéterai une infinité de fois ces edge positions que j'ai eu l'habitude de prendre et qui me tend finalement sur ce ratio de 1
Donc peut-être que c'est mieux de rien faire, et c'est souvent le cas, mais c'est comme ça qu'on peut le prendre. Côté Ethereum, ça bouge clairement pas. On avait ensemble délimité ces parts à range, donc c'est franchement d'une chirurgie, c'est implacable. On vient mais exactement chercher ces fameux 2400$ sur ce premier arrêt. C'est chirurgical, encore une fois, c'est assez impressionnant, donc c'est clairement algorithmique. Partez du principe que les robots, si vous ne prenez pas vos profits là-dessus ou si vous ne voulez pas le jouer, eux le jouent. Vous avez des structures ici plutôt baissières au niveau des divergences qui sont actuellement potentielles. Si donc on vient clôturer ici les 2220 points en dessous en daily, vous aurez en fait la confirmation de ces triples divergences. Est-ce que vous la jouez, est-ce que vous la jouez pas? On sera toujours en fait sur un espèce de canal ascendant et toujours sur un pas à range. Personnellement, c'est plutôt aussi pour les acheteurs une bonne situation pour pouvoir prendre ce flux, tout simplement, et continuer de swing ce marché, mais on vient chercher exactement la mobile 20 période. C'est encore une fois algorithmique et plutôt bien réagi par rapport à ce marché. Pour moi, il ne se passe strictement rien. On a liquidé 150 millions de dollars de long. Est-ce que c'est juste de la sachet à liquidité? Est-ce que ça vient d'autre chose? Je vais aller un tout petit peu plus loin, mais juste avant, on repart dans le narratif. Le narratif, c'est toujours le même. Et à chaque fois qu'on a des situations peut-être de doute ou d'incertitude, la seule chose de mieux à faire, c'est de prendre un maximum de recul. Et on peut passer en weekly, on peut passer en mensuel. Et d'ailleurs, j'y reviendrai en mensuel, parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant qui est en train de s'y passer en mensuel. Et on en a parlé depuis plusieurs années maintenant de cette fameuse vue en mensuel, et par rapport notamment à un indicateur que je regarde avec une très grande attention, que vous connaissez tous, Ichimoku Kinkoyo. Mais reprenons ce narratif juste avant. Croissance, inflation, chômage. Les trois seuls indicateurs que je regarde, ou statistiques que je regarde avec la plus grande attention, pour essayer de renforcer mon scénario moyen-long terme, voire très long terme. On prend la croissance. Si on a une croissance qui est en déclin, s'il y a une croissance qui est molle, s'il y a une croissance qui est négative, c'est récession, voire déflation dans certains cas. Bon, actuellement, on observe quoi? On observe quelque chose d'extrêmement simple. On était sur une inflation à 2,1 il y a encore un trimestre, 4,9 suivant, et la dernière inflation qu'on a eue au mois de novembre, la dernière croissance qu'on a eue au mois de novembre, c'est 5,2. Honnêtement, les Américains se portent bien, d'un point de vue économiquement structurel. C'est les chiffres qui nous le montrent. Quels que soient les indicateurs qu'on va mettre et les mathématiques qu'on va mettre derrière, ou les statistiques qu'on va mettre derrière, ça parle de lui-même. Tout le monde voit exactement la même chose. Actuellement, l'inflation aux États-Unis, c'est 5,1, 5,2. Donc une croissance extrêmement forte. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est l'inflation. Si on parle de l'inflation en Europe, 2,9, encore en décroissance. Formidable. Au niveau des US, 3,1, avec un objectif en dessous des 3 pour fin décembre. C'est formidable. On était à 10%, on est à 3,1%. Franchement, c'est tip-top. Troisième indicateur qu'on va regarder, troisième statistique qu'on va regarder avec une très grande attention, c'est le chômage. Le chômage, c'est quoi? Le chômage, c'est la capacité aux entreprises de pouvoir générer du rendement par rapport aux dépenses des gens. Au-dessus de 4,1, c'est compliqué. En dessous de 4,1, c'est plutôt pas mal. On était à 3,9, on passe à 3,7. C'est juste formidable. Donc actuellement, d'un point de vue narratif, c'est tip-top. La seule chose qui pourrait éventuellement anticiper une récession dure, une cassure dans ce système financier américain, c'est le cross en fait des bons du Trésor à 10 ans qui sont délimités par la Banque centrale américaine et les bons sur le marché secondaire. Donc vous avez en fait ici ces grosses lignes noires là, ça c'est les bons directeurs ou les taux directeurs à 10 ans de la Banque centrale américaine. Et vous avez cette petite ligne jaune ici, cette courbe jaune, ça c'est les taux directeurs à 10 ans sur le marché secondaire. Donc actuellement on voit qu'on est en dessous. Au moment où celle-ci passera au-dessus de la courbe des taux décidée par la Banque centrale, à ce moment-là, on pourrait penser qu'il y a une cassure dans le marché. Et à ce moment-là, ça s'accélère. La dernière fois que c'est arrivé, c'était très exactement ici. Juste là. Et c'est la seule chose qui pourrait éventuellement nous donner toute petite longueur d'avance. C'était octobre 2019, rappelez-vous du crack de mars 2020. Et ici, quelque chose s'est cassé dans la dynamique économique structurelle des États-Unis. Parce que cette courbe est passée au-dessus des taux directeurs à 10 ans. Vous voyez qu'on avait déjà entamé le pivot, etc. Et que c'est lorsqu'on arrive au plateau du pivot, enfin au plus bas du pivot, au terminal rate, mais plutôt à la baisse ici, qu'on est généralement au plus bas sur les marchés financiers. En tout cas, dans le creux de la vague, si vous voulez. Donc tant qu'on ne voit pas ça, il faut toujours viser plus haut. Il faut toujours viser le flux, il faut toujours viser la tendance, il faut toujours suivre la courbe et du swing, tout simplement. Et du swing haussier ici. Donc pas d'alerte.
Tout ce qu'on peut penser à travers ça, c'est de la psychologie et c'est de l'émotion. Pour l'instant, on ne voit strictement rien. Ça peut arriver très vite, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Donc on ne fait pas en fonction de ce que l'on croit, de ce que l'on pense, mais uniquement de ce que l'on voit. Et ce que l'on voit, c'est que croissance top, inflation tip top, chômage parfait. Enfin parfait. C'est loin d'être parfait, mais dans l'idée, c'est encourageant. Voilà. Maintenant, côté Bitcoin, on va reprendre par rapport à quelques confluences que j'aime voir et que j'aime jouer personnellement. Vous vous rappelez, on en a beaucoup parlé, Bito et BT sont dans un bateau. BT reste sur le bateau, et Bito aussi d'ailleurs, pour information, et on va les regarder ensemble. Pourquoi on va les regarder ensemble? Parce que c'est vraiment intéressant ce qui est en train de s'y passer. Sur ces outils, sur ces ETF, sur des contrats futurs, on peut y délimiter des choses qui sont extrêmement pertinentes. Bon, la première, c'est ça. On avait envoyé du Bito, rappelez-vous, c'était clairement à l'ATH de Bitcoin, 69 000 $, on lance Bito, c'est génial, on n'avait pas eu un ETF spot, j'avais pas pris considérablement cette news avec le plus grand effet, et finalement ça a été le top générationnel de Bitcoin avec un magnifique piège haussier ici, donc un bull trap comme on en a rarement eu sur le marché Bitcoin, puisque généralement les structures sont plutôt belles. Bon. On l'avait pris à 40, on est descendu où? Dans une zone de rechargement d'achat, et à quel point les Fibonacci fonctionnent extrêmement bien. On vient taper sur les 618, on vient chercher les 786, puis on retape, et puis derrière on break, et on vient chercher quasiment le premier arrêt de tout le précédent mouvement. On n'y est pas encore. D'ailleurs, il y a un petit gap qui va se créer ici, d'ailleurs. Pour info, voilà, on le voit ici, au niveau des 20,97. Mais on peut très bien aller chercher au minimum ce premier arrêt, voire une zone de rechargement de vente logique. On a des volumes. D'ailleurs, on a vu sur Bito qu'il y avait eu plus de 1,3 milliard de dollars de volume par rapport à cette petite hausse qu'on a eue sur les 2 dernières semaines. Donc, il y a eu un intérêt clairement grandissant sur Bito. Et c'est très intéressant et c'est très positif, tout simplement. C'est qu'il y a de l'intérêt. Donc, s'il y a de l'intérêt, c'est qu'il y a de la value. S'il y a de la value, c'est qu'à un moment donné, le prix s'apprécie tout simplement. Plus il y a d'intérêt, plus le prix s'apprécie. Alors, bien sûr, le swing, on peut bien sûr faire des niveaux bas. C'est normal, c'est les marchés, ça ne fait pas que monter, mais techniquement, il y a de l'intérêt. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça, c'est côté Bito, avec une petite confluence ici. On part sur BT. BT qui fait exactement la même chose. En tout cas, dans sa narratif, c'est assez propre. BT était arrivé quasiment au bottom générationnel. Alors, les mecs sont juste des génies. Au niveau des 40 ici. Bon, on était parti faire un tout petit tour avec FTX ici. Et puis derrière, on se retrouve où? Au même titre que Bito, on se retrouve dans une zone de rechargement d'achat. Tout simplement, si tout vaut zéro, zone de rechargement d'achat. On peut très bien aller tirer ici sur les 9,72 par exemple, pour faire exactement une réplique parfaite par rapport à ce qu'on avait vu vis-à-vis de Bito. Zone de rechargement éco, ce qu'on a vu juste précédemment. On fait des structures dans une zone de rechargement éco. Est-ce qu'on est en train de vivre cet intercycle? Bonne question. On part sur BitX. BitX, c'est exactement la même chose que Bito, sauf que vous avez un levier x2. Et généralement, on a ces targets-là. On l'avait lancé BitX le 27 juin 2023. On vient chercher le premier arrêt, on ne vient pas chercher la zone de rechargement d'achat, bien que beaucoup l'avaient pensé. Personnellement, je l'aurais également joué. Et on vient chercher des extensions. Ces extensions, généralement, par rapport à un lancement, ça peut être du 100%. 100%, sur BitX, partez du principe que ça fait du plus 50% au niveau du spot, ce qui est à peu près normal. Pour nous faire ces 100% d'augmentation, il nous manque ici 17%. 17%, ce qui nous donnerait tout simplement sur le spot 8% d'augmentation ou 9%. 9 et 9, 18, vous comprenez bien. Alors, bien sûr, il y a un petit gap qui va se créer, mais techniquement, par rapport au plus haut qu'on a observé sur BitX, il nous faudrait en fait 18%. Donc 9% exactement pour aller chercher ces 100%. Et généralement, ces 100%, algorithmiquement parlant, vous sell market le cours. Vous prenez des profits sur les 100%. C'est assez logique. Mais si on prend en fait cette augmentation de 9% très exactement, ça nous envoie où? Je vous le montre juste ici. On prend le top là qu'on a vécu au 44 800 $ sur Bitcoin. Et si vous prenez exactement 8 ou 9%, ça fait les 618 de tout le précédent mouvement. Elle est jolie cette confluence. 100% d'augmentation par rapport au listing de BitX, donc levier x2 par rapport au spot de Bitcoin, c'est un outil de leverage, ça nous fait exactement une confluence avec les 618 de tout le précédent mouvement. 618 qui est également, ne nous y trompons pas, le top ici qu'on avait vécu lors de... Alors je ne l'ai pas, si je l'ai, juste ici, c'était les 618 de tout le précédent mouvement. Bon, je vais vous le remettre parce que je ne l'ai pas ici. Voilà, exactement les 618 de tout le précédent bear market. On était venu chercher ici, zone de rechargement de vente logique, moyen terme, long terme, on peut parler ici moyen terme, de tout le précédent mouvement par rapport au cycle précédent de l'intercycle, 618. Bon, franchement intéressant d'aller chercher ces confluences-là. Mais on va aller plus loin. Si je parle de Bito, si je parle de BT, on parle ici des vendeurs et on parle ici des acheteurs, on parle ici des bulls, on parle ici des bears.
Comprenez-le comme ça. Si je reviens exactement là, par rapport à mon indicateur, que je regarde avec une intention extrêmement particulière, d'ailleurs, Fekaout ici, je les suis par rapport à ces para-range, notamment sur Bitcoin, généralement, vous avez plus d'une chance sur deux d'aller chercher le haut de ce para-range. Également une confluence, 49 000, 48 000 $, ce qui nous donnerait en fait salutation, et ce en un minimum de temps. Ça veut dire qu'on peut le faire cette semaine, hein, d'aller chercher les 50 000 $. Je vous le dis en toute franchise, ou 2 semaines pour aller chercher les 50 000 $, ça ne me dérange pas. La seule chose qui me préoccuperait, c'est ça, et c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Qu'est-ce qu'on fait sur ces 42 300 $? Mais en fait, c'est quoi ces 42 300 $? Toujours la même chose. C'est exactement la King June en mensuel. En gros, comprenez-le comme ça. C'est clairement un point de polarisation, un point pivot entre la défaite des bears et la victoire des bulls. Il faut vraiment le prendre comme ça. Cette Kijun mensuelle, ce plat de Kijun mensuel, et à quel point ça va être, je vous le dis franchement, difficile de la passer. Clairement un point pivot qu'il faut vraiment prendre en considération. Les bears, juste, défendent ce point. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Alors on peut parler de chasse à liquidité, ça ne me dérange pas du tout. Mais partez du principe que les bears feront tout pour clôturer ce mois de décembre, voire ce trimestre, en dessous des 42 300 $. Tout. S'ils n'y arrivent pas, ils ont perdu. Et probablement qu'on se retrouve dans un cycle en 2015-2016. Et non pas dans un cycle comme en 2019. C'est complètement possible. D'ailleurs, en parlant de cycle de 2015-2016, pardon, je peux revenir juste ici. Par rapport à ce que nous a proposé M. Hontel, on l'a vu pas mal passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Vous aviez on venait de dépasser les 90% de personnes qui étaient en positif. Là, on est même arrivé à 93% des personnes qui étaient en positif pour celles et ceux qui détiennent du Bitcoin depuis plus ou moins long terme. On parle ici de tous les bitcoins qui sont actuellement dans les wallets des personnes qui détiennent du bitcoin, plus de 90%, et généralement, quand ça se passe, c'est plutôt un bon point pour pouvoir vendre du bitcoin. Trop de gagnants, on ne peut pas faire gagner, bien évidemment, tout le monde, hors bull run, et là, effectivement, tout le monde est gagnant, et tout le monde le reste pendant extrêmement longtemps. C'est également arrivé en 2019, c'est arrivé ici, on a vu un tout petit sell-off, sans pour autant aller chercher une zone de rechargement d'achat, mais il faut comprendre aussi qu'on n'est jamais cherché en fait ce point d'aversion psychologique totale en dessous des fameux 50%. On n'est jamais allé chercher, même au niveau de FTX ici, on n'est jamais allé, en fait. On n'est jamais parti chercher les 50% d'aversion par rapport à l'ensemble des bitcoins qui sont détenus dans des wallets actuellement. On était parti juste ici, et d'ailleurs c'est toujours intéressant de l'observer. Si vous regardez en fait cette poche là de cours, c'est ce range où il y a eu beaucoup de passations de Bitcoin. Encore une fois, a été la deuxième plus grosse passation de Bitcoin ici, en tout cas de changement de mot au niveau de Bitcoin, sur des vendeurs et des acheteurs, donc prennent profit, et puis les autres qui se mettent dans des phases de réaccumulation d'intercycles. On n'était même pas allé chercher sur ce tout petit sell-off, on était parti chercher en dessous de FTX et pas aller chercher complètement les 50%. Dès lors, posez-vous cette question. Si on repasse sous cette ligne bleue, donc c'est pas... comme c'est plutôt une jolie traîne d'ici, on va la prendre, support résistance, on voit ici un magnifique support. Si vous passez en fait juste en dessous des 25 000 $, partez du principe qu'il y aura très probablement beaucoup de personnes qui seront en sous l'eau, donc moins de 50% et peut-être les fameux 45%. Dès lors, il ne sera pas vraiment utile pour aller chercher ces points de réversion qu'il y avait eu en 2019 sous les 15 000 $ pour voir la grande majorité des bitcoins qui sera en perte. Je pense que juste venir sous les 25 000 $, chercher toute la liquidité qui s'y trouve, news catalysante, etc., qui l'accompagnera plutôt à la baisse ici, sera plutôt propice pour éventuellement se repositionner. Donc si on revient sous les 25 000 $, personnellement j'agis et je n'attendrai pas d'aller aux 12 000 $, etc. Personnellement j'y crois franchement de moins en moins. Je ne l'exclus pas définitivement, mais je pense qu'on est proche des 96% d'exclusion aujourd'hui par rapport à cet avancement de cycle et à cette temporalité, même si à quel point il est difficile de timer le marché. J'espère que je vous ai aidé là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait aussi éventuellement tout au long de l'année 2024 venir s'échouer sous ces 25 000 $, pour potentiellement le refus des ETF Bitcoin ou la SEC qui attaque un grand coup, encore une fois, sur l'ensemble des tokens qu'ils considèrent encore et aujourd'hui comme des securities. Tous les ICO sont considérés aujourd'hui comme des securities. Hormis Bitcoin, plutôt commodities. Maintenant, il peut toujours, je vais dire une bêtise, refuser, même s'il y a peu de chances. En tout cas, les chances que ce soit peu de chances, c'est dans un très laps de temps qui est extrêmement court. On parle ici de avant le 10 janvier, d'un point de vue rationnel et d'un point de vue technique, puisqu'il y a les dernières échéances pour ARK Invest notamment pour le 10 janvier. Donc logiquement, on aura une acceptation ou un refus de ces ETF
proche du 10 janvier ou avant le 10 janvier, c'est quelque chose d'extrêmement imminent. Si c'est accepté, sell the news, à ce moment-là, on pourrait aller chercher les 618 et après sell le marché et avoir une forme de descente où les personnes seront tellement engagées comme quoi l'ETF est arrivé et c'est finalement plutôt pas mal pour essayer d'engager un trend baissier pour prendre des profits dans une forme de distribution pour derrière reprendre une accumulation proche des 25 000, voire peut-être sous les 25 000 $. Je n'exclus pas cette éventualité-là pour pouvoir rechercher et passer une grande partie des bitcoiners sous les 50% de profit vis-à-vis de leur token qu'ils ont actuellement dans leur wallet. J'espère que j'ai été clair là-dessus, j'espère que j'ai été compréhensif, mais c'est clairement pas quelque chose que j'exclus personnellement. Maintenant, on revient, sans pour autant faire de la prédictive, ces fameux 42 300, 42 400 $ par rapport à cette Kinju mensuelle sera franchement importante et j'en doute très fortement qu'on la passe parce que ce serait une première dans l'histoire du Bitcoin à quel point à ce moment-là le momentum serait extrêmement puissant. On repart juste au niveau des options. On est à 42 000 $ par rapport aux 15, donc je pense qu'on peut continuer à travailler sur cette bande-là pendant quelques jours puisque on a un max paying price ici et là honnêtement, vu que c'est plutôt les bulls qui ont le momentum, je doute qu'on fasse gagner ce strike price des 42 000 $ par rapport à des bears. Ça a été fait très rapidement, hein. C'était pas encore là, cette nuit c'était pas là, ça vient d'être fait en fait. Donc les gens se couvrent de quelque chose, l'objectif c'est de pas y être, hein. Je vous le dis en toute franchise. Au même titre que l'objectif pour le 15 c'est pas d'être à 48 000 $, on viendra pas faire gagner ces strikes, donc on restera là. Il n'y a pas beaucoup d'open interest, mais grosso modo, les gens ont pris peur et ont pris des options assez féroces. Encore une fois sur les options, on ne se bat pas contre le prix, on se bat contre le temps. Et les market makers, c'est plutôt les gardiens du temps, si vous voulez. Donc je ne joue pas contre les market makers, personnellement. Côté fin de décembre, là c'est un petit peu différent puisqu'on a un max price à 31 000 $ et à ce moment-là on pourrait voir 2 semaines pendant les fêtes de fin d'année, peut-être pas très bonnes sur Bitcoin et qui pourraient nous renvoyer aux alentours des 32 000 $. C'est la target qu'on s'est fixée à court terme et on peut aller encore une fois chercher les 48 000, 50 000 $ pour peut-être finir à 32 000 $ sur des news catalysantes et la news catalysante serait peut-être, je le répète et je me répète, mais il ne faut pas l'exclure même s'il y a peu de chance, c'est tout simplement peut-être pas le refus, mais encore une fois, le report en dehors du cadre légal au niveau de la SEC. Encore une fois, je le dis, c'est peut-être extrêmement personnel, mais la loi, c'est la SEC. Hein, et la SEC, c'est la loi. Ils font vraiment ce qu'ils veulent, je pense. Ils ont un pouvoir tellement important et il faut pas trop les prendre pour des billes. Parce que s'ils veulent accepter les ETF Bitcoin qu'en 2025, ils le feront, pour être tout à fait honnête avec vous. Même si au fond, par rapport à leur agenda, ils trouveront bien des artifices parce que la loi n'est pas backée par rapport aux ETF Bitcoin, puisque Bitcoin n'est ni une commodities ni une securities, donc une nouvelle classe d'actifs, donc une décision qui sera tout simplement pas donnée par la SEC, ou en tout cas par le gouvernement actuellement en place, notamment vis-à-vis de Joe Biden. On est en pleine année présidentielle. Et moi, j'avais dit personnellement, il y a plusieurs mois, et je le maintiens encore, puisque jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas invalidé. J'espère l'être, mais actuellement, je ne suis pas validé. Il n'y aura pas d'ETF au comptant Bitcoin aux États-Unis avant la fin des élections présidentielles de novembre 2024. C'est complètement possible, ce que je dis. Même si dans tout ce qu'on a dans les mains, en fait, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le jouer, puisque les échéances, c'est le 10 janvier. Maintenant, posez-vous cette question. Qu'est-ce que le marché n'aime pas? L'incertitude. Si on n'a pas de validation d'ETF Bitcoin pour le 10 janvier, il se passera quoi sur le marché, notamment de Bitcoin? Une incertitude. Et le marché n'aime pas l'incertitude. Le marché fuit l'incertitude. Les capitaux fuient l'incertitude. On fait quelques petites news et on finira là-dessus. On aurait fait 25 minutes de vidéo, plutôt chouette. C'est celle-ci, Bitcoin Core en alerte, la faille des ordinals, une mesure officiellement déclarée. Donc ça fait plusieurs mois, semaines qu'on en parle. Là, honnêtement, ça commence à enfler pas mal. On ne va pas le lire complètement, je vous inviterai vraiment à le lire. Le seul truc qui est plutôt intéressant pour une personne qui est plutôt bien engagée dans ces ruptures technologiques. En outre, de nombreux utilisateurs et mineurs ont tiré profit des opportunités offertes par les BRC20. Évidemment, vu les frais de transaction qui étaient complètement délirantes, qui ont évolué pour devenir une industrie prospère, particulièrement dans le secteur des NFT, notons que les pools de mining Océan, soutenus par Jacques Dorsey, a même décidé de suspendre la validation des transactions liées au protocole Ordinals. Donc il y a clairement un clivage, comme il en existe tant dans chaque phase ou intercycle de Bitcoin. Honnêtement, si vous prenez ces clivages de la communauté Bitcoin, c'est assez drôle. Vous la retrouvez en 2015-2016, vous le retrouvez en 2018-2019, et vous le retrouvez peut-être un tout petit peu en 2012-2013, je ne sais plus trop, mais je crois qu'on y est peut-être pas très très loin. C'est assez drôle qu'à chaque fois qu'on arrive sur un intercycle, il y a clairement un clivage, une polarisation entre les Bitcoiners et les faiseurs de Bitcoin. Je parle vraiment des développeurs, etc.
Donc là, le petit narratif, c'est quoi? Bah, c'est les ordinals. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'intérêt? Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas d'intérêt? Moi, je me dis, bah, pourquoi pas graver des petits NFT sur des Satoshi? Pourquoi pas, si ça vient pas complètement déréguler ou embêter? Parce que enfin, franchement, on fait des trucs, ça prend du temps, hein. Si vous payez pas les frais là, la blockchain Bitcoin, elle est quand même sacrément encombré. On peut vraiment parler comme ça. Ethereum a vécu la même chose quand il était en proof of work, avec le nombre de transactions qui a été complètement délirant. C'est pour ça que Solana suit son petit passage. Il a trouvé une faille là pour aller au but, parce que derrière, il comprend bien que les frais d'Ethereum sont encore assez élevés, alors qu'on attend une adoption massive sur les prochaines années, ou peut-être encore plus, je ne vais pas dire dizaines, on sera plus rapide, mais sur Ethereum, et Bitcoin n'arrive pas à suivre la cadence, notamment avec les ordinals qui viennent l'enquiquiner. Bon, bah Solana prend le play parce que lui, pour le coup, ça roule plutôt pas mal. Quoi qu'on en dise, ça fonctionne plutôt pas mal. Même si il n'y a pas forcément de business model propre par rapport à la viabilité très long terme et pérenne de Solana, eh bien, il faut tout simplement qu'il évolue. Hein. Il faut tout simplement qu'il se mette à jour. Ça, c'était la première chose. Voilà pour ça. Donc ça peut venir de là, d'une forme d'incertitude, de clivage de la communauté qui, en fait, renforce les boules comme les bears dans leur narratif, tout simplement. La startup française, on en parle, je trouve ça plutôt sympa. Mistral AI a levé 385 millions de dollars. Bon, c'est une entreprise qui a été créée en mai. C'est pire qu'une crypto, ce truc. Machin, il balance son white paper, parce que honnêtement, il n'y a pas grand-chose dans cette boîte. Donc, il balance son white paper, il laisse 385 millions. Honnêtement, on a lancé, je crois que l'univers de la blockchain, ou l'univers des ICO, l'univers de ces narratifs de rupture technologique, a lancé peut-être une mouvance de reprendre du risque complètement délirant. Donc, je vous le dis, on ne fera pas partie de cette magnifique, peut-être, naissance d'un géant européen, voire mondial, sur le sol français. À quel point c'est formidable de le constater, à 385 millions de dollars, puisque le jour où ce truc-là, qui est actuellement valorisé 2 milliards, lorsqu'il sera introduit en bourse, peut-être dans les 4 prochaines années, ou 3 ou 4, 5 prochaines années pour lever des fonds, ce ne sera pas valorisé 2 milliards. Donc il faudra juste se rappeler de ça. Essayez peut-être de le garder au coin de votre esprit, le jour où Mistral AI s'introduit en bourse. S'il venait à le faire, peut-être qu'il déposera le bilan avant, j'en ai pas la moindre idée, ou se fera racheter avant, j'en ai pas la moindre idée, mais s'il décide d'aller chercher la valorisation, partez du principe que ce sera probablement valorisé peut-être 100 ou 200 milliards de dollars. Donc les gens qui viennent de lever là, qui viennent de mettre 385 millions de dollars, eh ben vous faites x100 derrière. Accrochez-vous. Ça, c'est la vérité. Donc comprenez bien que le jour où c'est introduit en bourse, c'est qui gagne? C'est eux. Bon, ils ont moins d'une chance sur 100 de gagner, parce que il y a beaucoup d'entreprises et de startups qui finalement ne vont pas jusqu'à l'introduction en bourse et qui soit se font racheter, soit se font découper, soit finalement déposent tout simplement le bilan. Mais comprenez-le comme ça. Voilà ce qui change aujourd'hui dans le narratif et dans ce nouveau paradigme, notamment du financement de ces technologies-là, qui sont en partie faits par les institutionnels. Et nous, en tant que particulier retail, on arrive à se positionner sur des projets qui ne sont pas forcément à jeter. Hein. Même si je pense que la loi finira par l'emporter. 99% des projets qui ont fait des ICO depuis la création des ICO en 2015 disparaîtront, tout simplement. Dernière petite chose, Apple. Le gouvernement utilise des notifications push sur les utilisateurs de smartphones. Ça a été révélé par Reuters. Apple a répondu dans la communauté que le gouvernement américain lui avait interdit de s'exprimer publiquement sur cette pratique. Ça va enfler. Donc c'est peut-être encore peut-être un tout petit peu tôt, mais ça c'est la première petite pièce dans la petite goutte d'eau dans la magnifique machine de Apple pour éventuellement venir les enquiquiner. Exactement la même chose pour Google Stock. Si on commence à prendre en fait ce virage à 90 degrés pour dire on en a marre en fait de se faire fliquer, et ça dure depuis maintenant plusieurs années, voire de très nombreuses années, notamment avec Solène, partez du principe que notre salut peut se trouver dans les technologies blockchain et ces ruptures technologiques-là, et que ces gens-là cassent leur business model s'ils décident d'y aller à 100%. Donc si Apple se jette dans la blockchain, si Google se jette dans la blockchain, si toutes les GAFAM se jettent corps et âme dans la blockchain, elles s'amputent d'une énorme partie de leur business model. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'ils perdent aussi, et le gouvernement américain perd une magnifique porte d'entrée pour une surveillance de masse à l'échelle planétaire ici. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer, et ça ne se fera pas sans douleur. Ça ne se fera pas sans douleur. Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de rien faire. Pourquoi? Et je conclurai sur cette observation, ni plus ni moins. Ce week-end, j'ai vu ceci. Qu'est-ce que c'est ceci?
C'est le portefeuille qu'on avait créé en janvier 2022, en jouant parfaitement le jeu, en essayant de trouver dans la tendance des petites cryptos qui étaient plutôt sympathiques dans des zones de rechargement d'achat, notamment sur les 618. Et on l'avait créé, donc on revient à moins 5%, moins 2% au niveau des profits, hein, ici. Donc on se dit, on est revenu à peu près à l'équilibre. Bon. Maintenant, ce qu'il faut regarder, en fonction de ces arbitrages que nous avons faits, cette sélection soigneuse par rapport au narratif de ces crypto-monnaies, qu'est-ce que ça donne au niveau du marché concrètement? Si on reprend exactement janvier 2022 par rapport à décembre 2023, vous allez voir à quel point c'est extrêmement intéressant. On va commencer par quelque chose de quand même positif, on va prendre le crypto total. D'ailleurs, prenez des profits, il y en a qui le prennent à votre place, évidemment. Si on reprend en fait en tout début 2022, donc janvier 2022, on était exactement sur cette bougie-là. Cette bougie-là, sur les cryptoactifs, n'y pensez pas, mais elle a fait extrêmement mal. Cette bougie-là, qui clairement avait annoncé quelque chose de pas très bien, avait plongé beaucoup de nos crypto-monnaies dans des zones de rechargement d'achat long terme. Hein, sous les 618. Donc c'est ici qu'on a commencé, ou enfin moi personnellement, au travers de la stratégie 4 rois, commencé à investir. Bon, donc partons du principe que si on arrivait à peu près là-dedans, hein, on va dire sur les 2 trillions de dollars, actuellement je reviens sur une neutralité au niveau de mon prix de mon portefeuille, alors que je suis actuellement dans un discount, c'est comme ça qu'il faut le voir, de moins 22%. Donc on pourrait très bien dire que j'ai surperformé le marché. Puisque, en fait, en mettant mon capital ici, alors je lissais investissement 2, investissement 3, etc. Et investissement 4. Donc comprenez-le comme ça. Donc je surperforme le marché à la baisse, puisque en fait je suis potentiellement en gain de 22%. Si celui-ci, alors c'est pas une certitude, mais revenait en réalité, ou même 30%, s'il revenait sur les 2 trillions de dollars. Il faut le comprendre comme ça. Mes cryptos devraient logiquement en profiter. Celles qu'on a soigneusement sélectionnées. Donc à parts égales en 2 ans, si on revient exactement sur une forme de neutralité dans une zone de rechargement de vente logique, mon portefeuille en lui-même aurait pris entre 25 et 30%. C'est quand même super positif. Mais ça tend vers 1, parce qu'il y a un coquin, en fait, qui m'explique, Hermès, qu'est-ce que tu viens de t'embêter? Puisque si on revient exactement en janvier 2023, c'est pas compliqué, on est exactement revenu au même endroit vis-à-vis de Bitcoin. Donc au lieu d'aller chercher des crypto-monnaies à droite à gauche qui sembleraient pouvoir surperformer le marché, et si éventuellement pouvoir faire des arbitrages, des shorts et des longues dans la tendance, pourquoi pas. Essayer de me couvrir et pas me couvrir. Bon, en sachant que j'en ai tiré un rendement pendant ce bear market, notamment par rapport à ce genre de couverture. Mais il faut le comprendre comme ça parce que je n'ai pas relayé les shorts et les longues qu'on avait pris, les swings qu'on avait pris dans cette table de roi, puisque je voulais la conserver en tant qu'investisseur. Hein, pourquoi je fais ça? Puisque j'ai un portefeuille investisseur et j'ai un portefeuille trading. Le portefeuille investisseur est plus gros que le portefeuille trading, et ce capital du portefeuille trading, il peut aller à zéro. Plus vite que mon portefeuille investisseur tombe à zéro. Donc je fais un hedge de mon portefeuille en investissement, et je prends une cote-part de ce capital-là pour pouvoir couvrir éventuellement des pertes, souvent certaines, sur le capital trading. En tout cas, d'avoir un rendement potentiellement neutre, voire négatif, voire peut-être un tout petit peu positif. Donc si on regarde uniquement le côté investisseur, si j'avais pris tout mon portefeuille et j'avais acheté all-in Bitcoin juste ici, sur l'intégralité de mon portefeuille d'investissement, je serais aujourd'hui à break-even. Comme je le suis aujourd'hui. C'est plutôt intéressant. Faites votre choix. Plutôt intelligent d'avoir en fait pris cet arbitrage-là. 1 an quasiment jour pour jour, 2 ans quasiment jour pour jour depuis la création de cette table des rois. Ou est-ce que ça aurait pu être intéressant de juste prendre full Bitcoin, maximalise Bitcoin, et on coupe le truc et on arrête de parler pendant 2 ans, quoi. Parce qu'on est revenu exactement au même endroit. Dites-le moi dans les commentaires et dites-moi quel est le parti pris que, en voyant ça, vous prendrez. À demain.